La Terre. Âge, 4 milliards et demi d'années. Poids, 6 000 milliards de tonnes. Notre mission, trouver comment la détruire. En nous basant sur les dernières découvertes en matière de physique et de planétologie, nous allons passer en revue tous les scénarios qui pourraient aboutir à l'anéantissement total de notre planète. Un trou noir. Sa force gravitationnelle pourrait détruire intégralement la Terre. Une collision avec le Soleil. Inexorablement, la Terre va se rapprocher des flammes du Soleil. Une bombe à antimatière. Ouf, je me volatiliserai. Un astéroïde géant. Il ne faisait pas bon être ici il y a 50 000 ans. Ou une armée de robots autoréplicatifs. Un vrai cauchemar futuriste. Ces scénarios relèvent-ils de la science-fiction? Non, ils sont tous scientifiquement plausibles. Notre planète est extrêmement résistante. Elle a survécu à tout ce que l'univers lui a infligé depuis 4 milliards et demi d'années. Mais au cours de ces dernières décennies, l'homme a mis au point des technologies tellement puissantes que certains redoutent qu'elles finissent par détruire la Terre. Pour savoir ce qu'il en est vraiment, nous avons demandé à 6 scientifiques de haut niveau ce qu'il faudrait pour pulvériser notre planète. Le premier candidat potentiel est un trou noir, la plus grande force destructrice de l'univers. Un trou noir se forme suite à l'effondrement d'une étoile géante sur elle-même. Résultat, sa force gravitationnelle est tellement forte que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Qu'est-ce qui rend quelque chose d'aussi petit dangereux à ce point? Sa densité. Plus on s'approche du centre d'un corps céleste, plus sa force gravitationnelle augmente. Si je prends une feuille de papier, que je la froisse pour en faire une boule de 8 cm de diamètre et que j'approche un point de plus en plus près de cette boule, la force gravitationnelle auquel il est soumis va augmenter jusqu'à ce qu'il atteigne la surface de la boule. Il ne pourra pas aller plus loin. Là, il est à 4 cm du centre de la boule. Mais si je l'écrase un peu plus pour qu'elle fasse 5 cm de diamètre, le point va s'approcher plus près du centre à 2,5 cm. Si je l'écrase de plus en plus, je me rapproche d'autant plus de son centre. Au final, la boule va être tellement petite qu'elle va devenir un trou noir et qu'on sera tout près de son centre. C'est pour ça que la force gravitationnelle d'un trou noir est aussi forte. On sera peut-être bientôt en mesure de créer des trous noirs ici, sur Terre. Grâce à d'immenses accélérateurs de particules, les physiciens tentent de recréer ce qui s'est passé après le Big Bang. C'est lors de ces collisions de particules que l'on risque de créer un trou noir. Si on comparait un trou noir aux chutes du Niagara, l'eau qui tombe correspondrait à l'espace aspiré dedans. Ce malheureux kayakiste s'est approché trop près du bord de l'eau, de la même façon qu'une étoile peut s'approcher trop près d'un trou noir. Explication de Phil Plait, astronome et écrivain. L'eau qui tombe est exactement comme l'espace qui disparaît dans un trou noir. Si vous faites du kayak, vous pouvez pagayer aussi fort que vous voulez. Une fois que vous serez au bord, vous tomberez. C'est le point de non-retour. C'est la même chose avec un trou noir. Quoi que vous fassiez, il vous aspirera. La force gravitationnelle d'un trou noir est fondamentalement différente de la gravité terrestre. En théorie, on peut échapper à la gravité terrestre.
Explication de Lawrence Krauss, cosmologue et golfeur. On dit que ce qui monte retombe forcément. Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, si je frappe cette balle de golf, elle peut aller assez loin, mais elle retombera toujours sur Terre. Si je la frappe plus fort, elle ira plus loin, mais retombera toujours. Mais si je la frappe à la vitesse de 8 km par seconde, là, elle échappera au champ gravitationnel terrestre. Pour qu'une balle s'échappe d'un trou noir, il faudrait qu'elle se déplace à une vitesse supérieure à celle de la lumière, ce qui n'est pas possible. Rien de ce qui disparaît dans un trou noir, que ce soit des planètes ou des étoiles, ne peut en ressortir. Dans ces conditions, notre petite planète n'aurait aucune chance. Donc, pour notre projet, le trou noir semble l'outil idéal. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun trou noir à proximité de nous. Pourrions-nous en créer un? C'est là qu'intervient l'accélérateur de particules. Grâce à des tonnes d'équations et à une gigantesque machine, les physiciens sont en mesure de générer une explosion suffisamment forte pour créer de microscopiques trous noirs. Tout se passe ici, sous terre, près de la frontière franco-suisse. Les scientifiques du CERN accélèrent des particules subatomiques dans un anneau, puis les font entrer en collision, quasiment à la vitesse de la lumière. De cette façon, ils espèrent découvrir ce qui s'est passé lors du Big Bang. La force de l'impact recrée des particules qui étaient présentes à l'origine de l'univers. Et certaines de ces particules sont susceptibles de créer de microscopiques trous noirs. Mais cela ne veut pas dire pour autant que notre planète est condamnée. En théorie, des trous noirs aussi petits disparaîtraient comme des bulles de savon. Pour détruire ceci, il faut quelque chose de beaucoup plus gros. Il existe des trous noirs de toute taille. Par exemple, au centre de notre galaxie, il y a un trou noir d'1 million de masses solaires. En comparaison, si on prenait la masse du Soleil et qu'on la compressait pour former un trou noir, il serait de la taille d'une grande ville comme Phoenix. Si on prenait une montagne comme celle-ci, qui doit faire 1 million de tonnes, et qu'on la transformait en trou noir, il serait plus petit que le noyau d'un atome. Entre ces deux extrêmes, il existe des trous noirs capables de faire d'énormes dégâts. Pour détruire la Terre, il faudrait un trou noir de masse sensiblement égale à elle. Notre planète a un diamètre de 12 756 km. Un trou noir de masse identique serait lui de la taille d'une bille. Explication de Clifford Johnson, physicien. Voici un trou noir de la taille d'une bille. Il n'a peut-être l'air de rien, mais sa force gravitationnelle pourrait détruire intégralement la Terre. Il commencerait par aspirer les choses, lentement au début, puis sa taille augmenterait. Il grossirait de plus en plus jusqu'à aspirer la Terre. Que se passerait-il alors ? La force gravitationnelle est beaucoup plus forte sur le côté de l'objet le plus proche du trou noir, ce qui produit un phénomène appelé la spaghettification. Cet objet s'allonge lorsqu'il est attiré par le trou noir. Voici ce qu'un trou noir suffisamment gros pourrait faire de notre planète. Mais aucun accélérateur de particules, aussi puissant soit-il, ne pourra jamais produire un trou noir de cette taille. Pour détruire la Terre, il faut donc en trouver un qui existe déjà. Les astronomes estiment qu'il y a environ 10 millions de trous noirs dans notre galaxie. Si l'un d'eux s'égarait à proximité de notre planète, il n'en ferait qu'une bouchée. Les télescopes pourraient même ne pas le détecter.
nous ne prendrions conscience de son approche que lorsque sa formidable force d'attraction déclencherait des inondations et des séismes colossaux. En entrant dans l'atmosphère terrestre, le trou noir agirait comme un énorme aspirateur, d'une puissance 1500 fois supérieure à la gravité terrestre. Il commencerait par déformer la planète. La surface du globe s'étirerait et finirait par se déchirer. Puis, le trou noir arriverait au contact de la Terre, échauffant et vaporisant toute la matière sur son passage. Il se mettrait alors en orbite à l'intérieur de la planète, en continuant à tout dévorer sur son chemin. Petit à petit, sa vitesse orbitale se ralentirait et il s'approcherait en tourbillonnant du centre de la Terre. Pour finir, il digérerait l'intégralité de la planète. Il ne resterait plus que le trou noir lui-même. Ce serait une fin tragique pour la Terre, mais heureusement pour nous, cela a très peu de chances d'arriver. Pour détruire une planète, le trou noir est un excellent choix. Le problème, c'est la taille de ce trou noir. Un trou noir microscopique ne ferait que passer sans occasionner beaucoup de dégâts. Un trou noir de masse égale à la Terre serait de la taille d'une bille et ferait de gros dégâts, mais sans forcément détruire complètement la planète. Si vous voulez faire les choses bien, il faut un trou noir stellaire, dont la masse est 3 fois supérieure à celle du Soleil. Il arriverait, déchiqueterait la planète, en avalerait tous les fragments, et ça en serait fini de la Terre. Le problème, c'est que technologiquement parlant, on ne sait pas faire ce genre de trou noir. Et on ne sait pas déplacer ceux qui existent naturellement. Donc, il faut trouver autre chose. Puisque les trous noirs ne font pas l'affaire, cherchons une autre solution. Pour détruire la Terre à coup sûr, on pourrait modifier sa distance par rapport au Soleil. On la rapproche du Soleil et elle cuit. Ou on l'éloigne et elle gèle, nous plongeant dans une nouvelle ère glaciaire. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il serait théoriquement possible de déplacer une planète en utilisant le même principe que celui qui permet d'envoyer des sondes spatiales dans le système solaire. Il serait donc envisageable de détruire la Terre par le feu. Que faudrait-il pour incinérer une planète entière? Un brasier d'1,5 million de kilomètres de diamètre. Cela paraît impossible? Pourtant, c'est ce qui va finir par arriver. Ce n'est qu'une question de temps. En vieillissant, le Soleil va devenir de plus en plus brillant. Et dans environ 2 milliards d'années, la Terre sera une planète inhabitable comme Vénus. Toute l'eau se sera évaporée et la surface du globe atteindra les 1000 degrés. Le Soleil va se dilater et carboniser la Terre, à moins qu'on ne réussisse à l'éloigner pour la sauver. Ou alors, si vous êtes vraiment machiavélique, vous pouvez imaginer faire exactement l'inverse, à savoir utiliser l'énergie gravitationnelle de gros corps célestes pour rapprocher la Terre du Soleil. Plus facile à dire qu'à faire. La Terre pèse 6 000 milliards de tonnes. Déplacer quelque chose d'aussi gros représente un défi de taille. Pourtant, il y a une façon d'y parvenir. On appelle ça l'assistance gravitationnelle. Les ingénieurs qui conçoivent des sondes spatiales utilisent couramment ce procédé. Prenez par exemple la sonde Cassini, en orbite autour de Saturne. De la taille d'un bus, c'est l'une des plus grosses sondes jamais construites. Pour acquérir suffisamment de vitesse afin d'aller jusqu'à Saturne, la sonde a dû passer à 2 reprises à proximité de Vénus et 1 fois près de la Terre. Chacun de ces passages lui a permis de récupérer de l'énergie. La vitesse de la sonde a ainsi été considérablement accélérée et la trajectoire des planètes survolées s'en est trouvée légèrement modifiée.
Tout est une question d'énergie orbitale. Le mouvement de la Terre produit de l'énergie. Si on pouvait lui voler une partie de cette énergie, elle se rapprocherait du Soleil. Et on peut faire ça en utilisant un astéroïde. Il faudrait qu'il ait un diamètre de 2 à 3 km et qu'on le fasse passer juste à proximité de la Terre pour lui voler de l'énergie. Ensuite, l'astéroïde poursuivrait sa route et la Terre se serait imperceptiblement rapprochée du Soleil. Mais on peut encore utiliser cet astéroïde. Si on est malin, on peut faire en sorte qu'il aille ensuite vers Jupiter. En survolant Jupiter avec la trajectoire appropriée, il va lui donner l'énergie volée à la Terre, pour ensuite revenir vers elle. Si on calcule bien sa trajectoire, on peut créer une sorte de tapis roulant transportant de l'énergie. On prend de l'énergie à la Terre pour la donner à Jupiter et le cycle recommence. Si on utilise des centaines, voire des milliers d'astéroïdes de cette façon, on peut en permanence voler de l'énergie à la Terre pour l'acheminer vers Jupiter. Inexorablement, la Terre va se rapprocher des flammes du Soleil. En résumé, il faut d'abord trouver un astéroïde. Il faut qu'il soit de la taille d'une montagne et qu'il se déplace à environ 15 km à la seconde. Ensuite, il faut l'équiper de fusées pour lui donner la bonne trajectoire. Si l'on fait la même chose avec des milliers d'astéroïdes, petit à petit, milliers d'années après milliers d'années, la Terre va se rapprocher du Soleil. Actuellement, nous sommes à environ 150 millions de kilomètres du Soleil. À 120 millions de kilomètres du Soleil, la Terre serait un désert brûlant semblable à Vénus. C'est là que les choses deviendraient vraiment catastrophiques. En se rapprochant du Soleil, la Terre va subir une série de transformations qui vont malheureusement lui être fatales. Son atmosphère va se réchauffer et se désintégrer. Les océans vont se mettre à bouillir et la Terre va devenir une comète géante. Mais il y a pire. Plus elle va se rapprocher du Soleil, plus la force gravitationnelle de celui-ci va déformer la partie de la Terre la plus proche de lui, comme de la pâte à modeler. À un moment donné, quand elle sera suffisamment proche, la force d'attraction du Soleil va l'emporter sur celle de la Terre et notre planète va se désagréger. La Terre aura disparu, mais son fantôme demeurera sous la forme d'une fine ceinture de débris autour du Soleil. Explication de Peter Schultz, géologue spécialisé dans les impacts planétaires. Si la Terre ou tout corps céleste s'approche trop d'un autre corps comme le Soleil, il sera mis en pièces par sa force d'attraction. Et tous les petits morceaux restants vont venir encercler le Soleil comme un anneau. Le Soleil ressemblerait alors à Saturne, avec son anneau de roche et de poussière. Voilà tout ce qui resterait de notre planète. Une bonne solution pour se débarrasser d'elle. Pour détruire la Terre, on peut effectivement la rapprocher du Soleil pour qu'elle se consume. En plus, on sait comment procéder. Il suffit de faire passer suffisamment d'astéroïdes à proximité de la Terre pour la pousser vers le Soleil. Et on a la technologie pour ça. On sait comment dévier des astéroïdes. Il faudrait juste pouvoir les amener exactement sur la bonne orbite. Mais manœuvrer avec précision des roches de plusieurs milliards de tonnes, fonçant à plusieurs centaines de kilomètres à la minute, n'est pas pour demain. Sans parler du temps que cela prendrait. Après avoir envisagé le trou noir et le Soleil, voyons maintenant une autre solution potentielle. La bombe à antimatière. Depuis plus d'un siècle, les physiciens sont à la recherche d'une théorie capable de concilier notre compréhension du macro-univers, les planètes, les étoiles et les galaxies, et celle du micro-univers subatomique, les électrons, les protons et les quarks. Ils ont ainsi mis en lumière des phénomènes extrêmement destructeurs qui pourraient réduire le monde à néant. C'est le cas de l'antimatière. L'hypothèse de son existence remonte aux années 20, sa découverte aux années 30. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de produire de l'antimatière grâce aux accélérateurs de particules. De quoi provoquer la plus grosse explosion qui soit.
L'antimatière est la substance la plus explosive jamais découverte. À masse égale, elle est beaucoup plus puissante qu'une bombe à hydrogène. Mais l'antimatière est difficile à trouver. Tout ce qui nous entoure, jusqu'aux galaxies les plus lointaines, est fait de matière créée il y a plus de 13 milliards d'années lors du Big Bang. Le Big Bang a aussi créé de l'antimatière. Matière et antimatière se ressemblent, car elles sont l'exact opposé l'une de l'autre. Mettez-les ensemble et elles se détruisent mutuellement. Explication de Lawrence Krauss. Pour chaque particule existante, il y a une antiparticule de masse égale et de charge électrique opposée. Quand on rapproche ces deux particules, elles s'annihilent sous forme de radiation. Pour obtenir le maximum d'énergie d'une particule, il faut l'annihiler avec son antiparticule. De cette façon, toute l'énergie de sa masse se transforme en rayonnement. Là, j'ai un proton dans la main. Et mon anti-moi a un antiproton dans la main. Si on les met ensemble, on va provoquer une énorme explosion. Prêt pour l'annihilation ? Voilà ce qui est arrivé à toute l'antimatière créée lors du Big Bang. Elle s'est annihilée. Pour faire une bombe à antimatière, il va donc falloir en créer de toutes pièces. Fabriquer de l'antimatière, c'est un peu comme tirer sur une cible. Si je tire sur une cible en papier, le papier qui va se détacher de la cible, c'est la matière. Et le trou dans la cible, l'antimatière. Il faut de l'énergie pour créer ces particules de matière et d'antimatière. Ici, c'est la balle qui a produit l'énergie. Dans la réalité, le rôle de l'arme est joué par l'accélérateur de particules. Au CERN, le plus grand accélérateur de particules au monde n'est pas seulement en mesure de créer des trous noirs. Il peut aussi créer de l'antimatière lors de collisions à grande vitesse. Si ces particules ont une vitesse et une énergie suffisantes pour qu'elles percutent une particule de matière, ça peut créer une toute nouvelle particule d'antimatière. Donc ponctuellement, il y a production d'antiparticules. Le site du CERN est immense et entièrement souterrain. Les détecteurs de particules y sont aussi grands que des immeubles. Cela devrait nous permettre d'en savoir plus sur les particules créées juste après le Big Bang. Une fois que toute l'antimatière a disparu. C'est pour ça qu'il faut en recréer de toutes pièces dans un accélérateur de particules. On lance des protons dans un anneau géant. On les oriente avec des aimants supraconducteurs. On les accélère, toujours grâce à ces aimants, jusqu'à ce qu'ils atteignent quasiment la vitesse de la lumière. Puis, on envoie ce faisceau contre un bloc de métal. Pour chaque million de protons qui percutent le métal, on obtient un antiproton. C'est comme si une arme ne faisait un trou dans la cible qu'une fois sur 1 million. Dans un accélérateur, il faut 1 million de collisions pour obtenir une paire particule-antiparticule. Donc il est très difficile de localiser cette particule d'antimatière en suspension. C'est comme venir aux chutes du Niagara et essayer de trouver une particule au milieu de toute cette brume. D'où la difficulté de créer de l'antimatière à grande échelle. En imaginant qu'on puisse produire suffisamment d'antimatière, il resterait ensuite à en faire une bombe. Or, rien n'est plus instable qu'une bombe à antimatière. Il faut donc trouver le moyen de contenir cette antimatière sans qu'elle touche une seule particule de matière. Sinon, on court à l'explosion. J'ai une certaine quantité d'antimatière au-dessus de ma main.
Et il vaudrait mieux qu'elle ne touche pas ma main, sinon, pouf, je me volatiliserai. Mais il ne faut pas non plus qu'elle entre en contact avec l'air ambiant, parce que lui aussi est fait de matière. Donc là encore, ça donnerait une énorme explosion. Les chercheurs ont besoin d'un réservoir spécial pour étudier cette antimatière. Le voici. Il s'agit d'un piège de Penning. Des aimants ultra puissants suspendent l'antimatière dans le vide. Si je veux stocker cette antimatière, il faut qu'elle reste en lévitation au-dessus de ma main. Pour ça, je dois produire un énorme champ magnétique afin d'empêcher les particules d'antimatière de la toucher. Mais je dois aussi stocker cette antimatière dans un vide complet, car de l'air provoquerait une explosion. Ce qui veut dire que pour produire ce champ magnétique et ce vide total, il faut disposer d'une énorme quantité d'énergie et de gros moyens technologiques. En dépit de toutes ces contraintes, il reste théoriquement possible de faire une bombe à antimatière, puisqu'on sait comment la fabriquer et la stocker. Mais où faudrait-il placer cette bombe pour optimiser sa portée? Pour détruire la planète entière, il faudrait qu'elle explose à proximité du noyau terrestre. Soit à plus de 6000 km de profondeur, à peu près la distance qui sépare Londres de Washington. Or, à l'heure actuelle, on ne sait pas aller aussi profond. On a réussi à creuser que jusqu'à 12 km de la surface. Mais imaginons que ce soit possible. Jusqu'ici, l'homme a pu créer 20 nanogrammes d'antimatière, ce qui est 100 millions de fois plus léger qu'une pièce de monnaie. Ça donnerait une bombe tellement petite qu'on ne pourrait pas la voir à l'œil nu. Dans ce champ de tir de l'Arizona, nous allons faire exploser l'équivalent en TNT de ces 20 nanogrammes d'antimatière. C'est déjà une explosion impressionnante, mais c'est très loin d'être suffisant. Pour détruire la Terre, il faudrait 2,5 billions de tonnes d'antimatière. Soit une bombe de la taille de l'Everest. Au fond d'un trou, à plus de 6000 km de profondeur. Si cette solution était envisageable, elle pulvériserait littéralement la Terre. Une bombe suffisamment puissante projetterait tous les fragments de la planète dans l'espace, où ils se dissémineraient. Avec une bombe moins puissante, les morceaux retomberaient vers la Terre, qui ne serait alors plus qu'une boule de feu, comme aux premières heures de sa création, il y a 4,5 milliards d'années. En théorie, cela serait possible. Mais il y aurait d'abord quelques détails techniques à régler. Quel est le hic avec une bombe à antimatière? Elle réussirait bien à détruire la Terre, mais le problème, c'est qu'il faudrait l'équivalent de l'énergie générée par le Soleil pendant une semaine pour la fabriquer. Et aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour faire ça. En plus, au rythme où on produit actuellement l'antimatière, il faudrait plusieurs milliards d'années pour fabriquer une bombe avec. L'autre problème, c'est comment amener cette bombe au centre de la Terre. Il faudrait creuser un trou de plusieurs kilomètres de diamètre et de plus de 6000 km de profondeur. Donc au final, l'antimatière n'est sans doute pas la meilleure façon de détruire la Terre. Oublions cette hypothèse pour nous concentrer sur un scénario qui a fait ses preuves, puisqu'il s'est déjà produit dans notre lointain passé. L'espace est un endroit dangereux, rempli de débris de roches qui vont de la taille d'un galet à celle d'une planète. On trouve des cratères d'impact partout, y compris sur la Lune. N'importe lequel de ces astéroïdes pourrait entrer en collision avec la Terre. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui est à l'origine de l'extinction des dinosaures. Un énorme astéroïde,
pourrait donc théoriquement détruire notre planète tout entière. Voici le cratère Barringer en Arizona. Il mesure près de 1600 mètres de diamètre pour 175 mètres de profondeur. Aujourd'hui, les scientifiques ont pu reconstituer ce qui s'est produit ici il y a des milliers d'années. Explication de Dan Durda, planétologue. Il ne faisait pas bon être ici il y a 50 000 ans. Cette météorite de la taille d'un petit immeuble était essentiellement composée de fer provenant de l'espace. Lorsqu'elle a percuté le sol, l'impact a dégagé une énergie comprise entre 1 et 10 mégatonnes. C'est cette énergie qui a creusé le cratère qui est derrière moi et qui mesure 1,5 km de diamètre. L'impact qui a détruit une zone de la taille d'une ville comme New York était d'une puissance 600 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima. Et c'était une petite météorite. Il y a 65 millions d'années, un véritable monstre s'est abattu sur Terre. Il mesurait près de 10 km de diamètre. Il a creusé un cratère de plus de 160 km de large. La puissance du choc a entraîné la disparition des dinosaures et de pratiquement toutes les formes de vie existantes. Un astéroïde encore plus gros pourrait anéantir la Terre. Les scientifiques mettent déjà au point des procédés pour nous protéger des météorites. Et grosso modo, ils utilisent les mêmes techniques que pour provoquer un impact. On pourrait notamment envoyer une sonde spatiale à proximité d'un astéroïde dangereux. La masse de la sonde générerait alors une minuscule attraction gravitationnelle sur le corps céleste. Les autres techniques pour déplacer un astéroïde nécessitent qu'on sache de quoi il est fait, comment sa surface réagira, quelle est sa forme, à quelle vitesse il tourne. Alors que si on utilise un attracteur gravitationnel, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Il suffit de placer cet engin spatial dans le voisinage de l'astéroïde. En temps normal, l'attraction qui s'exerce entre les deux les fera se rapprocher tout doucement jusqu'à ce qu'ils entrent en contact. Mais là, on va se servir des micropropulseurs de l'attracteur. C'est une technologie qui est déjà couramment utilisée lors des vols spatiaux. Le but, ce n'est pas d'exploiter la puissance des propulseurs pour pousser directement l'astéroïde et le dévier. C'est d'utiliser l'attraction gravitationnelle entre l'engin et l'astéroïde pour les maintenir collés l'un à l'autre. Ainsi, au fur et à mesure que les propulseurs feront reculer l'engin, il entraînera l'astéroïde avec lui. Cela pourrait modifier suffisamment la trajectoire de l'astéroïde pour qu'il évite la Terre. Ou du moins qu'il s'écrase dans un endroit isolé. Il existe une autre technique pour dévier un astéroïde, la sublimation solaire. Il s'agit de modifier la trajectoire d'un astéroïde ou d'une comète en utilisant les rayons du Soleil. Pour nous montrer comment cela fonctionne, Dan Durda va fabriquer une comète. Dans le voisinage immédiat de notre planète, on trouve des comètes. Donc on va en faire une pour voir comment elle réagit. Prenez de la terre, ajoutez de la glace carbonique, de l'eau et du chocolat. Il faut mettre un peu de matière organique dans notre comète. Et comme dans notre système solaire, il y a aussi de l'ammoniac, je vais ajouter un peu de ce détergent qui en contient. On va mélanger tout ça pour faire une petite comète. Il ne reste plus qu'à prendre une lentille grossissante et le tour est joué. Si on concentre les rayons du soleil sur la surface de la comète, on va provoquer une sublimation de la glace. Des nuages de gaz vont se former et agir comme les moteurs d'une fusée qui serait attachée à la comète. Au fil du temps, ça va finir par modifier légèrement sa trajectoire. À eux seuls, les rayons solaires suffiraient donc à dévier un astéroïde menaçant d'entrer en collision avec la Terre.
Mais la sublimation solaire ne pourrait sans doute pas empêcher un gros corps céleste de pulvériser notre planète. Pour ça, il faudrait qu'il soit énorme. Énorme comme Mars, par exemple. Ce cas de figure s'est déjà produit. Il y a 4,5 milliards d'années, un corps céleste de la taille de Mars a percuté la Terre. L'un des débris de l'impact a donné la Lune. Si ce corps avait heurté notre planète de plein fouet, nous ne serions pas là. Pour comprendre ce qui s'est passé à l'époque, nous nous sommes rendus au centre de recherche Ames de la NASA en Californie. Ce canon de 3,50 m tire des projectiles qui peuvent atteindre 6,5 km à la seconde, soit 6 fois plus que la vitesse d'une balle. Le géologue Peter Schultz va utiliser ce canon pour simuler une collision frontale entre un corps céleste de la taille de Mars, représenté par cette bille, et notre planète. La chambre de simulation spatiale est prête. Le scientifique procède au dernier réglage. Que va-t-il arriver à cette réplique miniature de la Terre? Ça a fait mal, très mal. Regardez le résultat. C'est pire que dans un film de science-fiction. C'est une vraie catastrophe. Il ne reste rien. Un impact frontal, et c'est la destruction assurée. La destruction d'une planète par un autre corps céleste dépend de la taille, de la vitesse et de l'angle de ce corps. Plus son angle d'impact sera faible, moins il aura de chances de détruire totalement la planète. Pour détruire complètement la Terre, il faudrait qu'elle soit percutée de plein fouet par quelque chose d'énorme. Voilà donc le type d'impact qui serait susceptible de désintégrer notre planète. Les astéroïdes et les comètes sont trop petits pour y parvenir. Il faudrait que nous soyons capables de déplacer un corps céleste de la taille d'une planète. Autant dire qu'un tel exploit technologique n'est pas pour demain. On peut déplacer des astéroïdes et des comètes, mais elles ne mesurent que quelques kilomètres de large. Le problème ici, c'est qu'il nous faut quelque chose de gigantesque. Mars mesure la moitié de la taille de notre planète, et ce n'est pas suffisant. Il faudrait une planète de même taille que la Terre, Vénus par exemple. Mais on ne sait pas déplacer quelque chose d'aussi gros pour lui faire percuter la Terre. Notre planète ne sera donc pas détruite par un astéroïde. Et si le coup fatal venait non pas de l'espace, mais de la Terre elle-même? La génétique, la robotique, les nanotechnologies. Les chercheurs espèrent que les machines nous offriront le meilleur des mondes. Les robots sont déjà capables d'apprendre, de construire d'autres robots et de coopérer entre eux. Ce pourrait être le début d'une ère nouvelle, ou le début de la fin. Pour l'instant, nous ne savons construire que des robots dirigés par des humains. Mais les scientifiques travaillent à des machines capables de penser par elles-mêmes et de se reproduire. Des robots sachant se dupliquer sans intervention humaine pourraient un jour contrôler le monde. Explication de Hod Lipson, professeur de robotique et pionnier en matière d'autoréplication. Si ce robot pouvait en fabriquer un autre, identique à lui-même, et si ces deux robots en fabriquaient 4, et ainsi de suite, ils auraient vite fait d'envahir toute cette zone. Et une fois que la première réplique est faite, impossible d'arrêter le processus. Mais sommes-nous vraiment en mesure de créer de tels robots? C'est déjà fait. Au laboratoire de robotique de l'université de Cornell, Hod Lipson et son équipe ont réussi à fabriquer des robots capables d'apprendre, de construire et de se dupliquer. Voici le premier robot autoréplicatif au monde. Fournissez-lui des éléments et il est capable de les assembler pour réaliser un double de lui-même. Mais il a encore besoin des scientifiques pour l'approvisionner en cubes de plastique.
Il est donc assez inoffensif. Pour détruire la Terre, il faudrait mettre au point des robots utilisant des blocs plus petits, voire des atomes. On cherche à fabriquer des robots avec des cubes beaucoup plus petits, de l'ordre du demi-millimètre. On les voit à peine, pourtant il y en a une dizaine dans ce flacon. On essaie de faire en sorte que ces petites unités se combinent. Plus elles sont petites, plus elles se dupliquent facilement et rapidement. Le chercheur est convaincu que les progrès de la robotique vont révolutionner notre mode de vie. Mais ces progrès ne sont pas sans danger. En théorie, rien n'empêcherait ces nanomachines de se dupliquer à l'infini. La science-fiction a largement exploité le concept de créatures prenant peu à peu le contrôle de la Terre. Dans ce cas, il s'agirait plutôt d'une foule de minuscules machines qui asphyxieraient toute forme de vie. Ces machines auto-réplicatives seront composées d'éléments tellement petits qu'elles risquent de se transformer en un vrai cauchemar futuriste. Les nanomachines autoréplicatives pourraient théoriquement éradiquer toute vie sur Terre. Mais pour détruire la planète elle-même, il faudrait plus que cela. Pour se dupliquer, un robot a besoin d'énergie et de matières premières. Plus il y en a, plus le nombre de robots peut augmenter. Et la plus grande source d'énergie et de matières premières sur Terre, c'est la planète elle-même. Le processus d'autoréplication ultime serait un processus qui s'inspire de la nature. Créer une machine capable de se dupliquer en utilisant les ressources présentes dans son environnement, ce serait un véritable exploit. Et la ressource naturelle la plus importante sur Terre, c'est la roche. Si on concevait un robot autoréplicatif se nourrissant de roches, il aurait des milliards de tonnes de matières premières à exploiter. Il existe déjà des organismes vivants capables de se nourrir de roches. Ces bactéries mangeuses de pierres vivent au cœur de la croûte terrestre, à plusieurs kilomètres de profondeur. Mais elles sont bénéfiques pour la planète, car elles contribuent à la formation du sol et à l'équilibre de l'écosystème. On a découvert sur Terre une foule de bactéries mangeuses de roches. Elles se nourrissent des éléments qui constituent la pierre. C'est leur source d'énergie et c'est à partir de ça qu'elles fabriquent d'autres molécules. Ce sont des organismes vivants qui se nourrissent exclusivement de roches. Mais il faudrait aussi que ces robots autoréplicatifs mangeurs de pierre soient intelligents. Car il faudrait qu'ils coopèrent. Explication d'Alan Winfield, roboticien chargé du projet Cymbrion, qui s'inspire du mode de fonctionnement des insectes. Cymbrion est un projet sur 5 ans qui vise à construire un essaim de robots capables de s'auto-assembler. L'idée, c'est qu'une trentaine ou une quarantaine d'entre eux se réunissent pour former une entité indépendante. Le plus gros problème à résoudre, c'est d'arriver à ce que les robots décident de qui fait quoi. Qui sera le pied, qui sera le genou, qui sera un capteur ou le cerveau. Ensuite, il faut qu'ils travaillent ensemble de façon à ce que cette entité soit capable de se tenir debout et de marcher. La conception de ces robots intelligents est loin d'être simple. C'est pourquoi les chercheurs ont pris modèle sur ces petites bêtes. Les fourmis ont l'esprit d'équipe et chacune travaille pour la colonie. Une source d'inspiration utile pour les roboticiens. Ces robots se comportent un peu comme des fourmis, comme des insectes sociaux. Observer les vrais insectes nous aide à concevoir des systèmes artificiels fonctionnant sur les mêmes principes. Aujourd'hui, ces machines ne sont que des fils et des circuits. Mais demain, elles pourraient devenir des essaims de robots capables de coopérer pour nous faciliter la vie. Ces robots pourraient intervenir dans des environnements inaccessibles à de gros engins. Lors d'opérations de recherche et de sauvetage, on pourrait envoyer 1 millier de ces petits robots sur le terrain. Même si un certain nombre d'entre eux se cassent ou fonctionnent mal, du moment qu'il en reste suffisamment pour faire le travail de recherche et de sauvetage, c'est tout ce qui compte.
On sait déjà fabriquer des robots autoréplicatifs et des robots capables de coopérer. Si on parvient à en créer qui soient capables de faire les deux à la fois, ce pourrait bien être la fin de la Terre. Le calcul est simple. S'il faut à chaque robot un jour pour se dupliquer, au bout d'un mois, il y en aurait plus d'1 milliard dans la nature. Et au bout d'1 an, des milliards de milliards. La Terre serait couverte de ces machines mangeuses de pierre. Et au final, il ne resterait plus de roches, juste une grosse boule de machines autoréplicatives. De quoi sont faits les robots? De fer, de magnésium, d'aluminium et de silicone. Les mêmes éléments que ceux qui composent la Terre. Donc, il suffit de créer un seul de ces robots autoréplicatifs et de le lâcher dans la nature pour qu'il se duplique à l'infini et dévore la planète jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Aurions-nous enfin trouvé la solution idéale pour détruire la Terre? Pas si sûr. Nous avons tout essayé. L'aspirer, l'incinérer, la pulvériser, la faire exploser ou dévorer par des machines. Mais elle est toujours là. Elle a résisté vaillamment à tous les assauts de l'univers. Et une chose est sûre, elle est encore là pour un bon moment.